Là, le but, c'est qu'on travaille plus fort, nous, les humoristes immigrants. Si tu es un humoriste immigrant puis qui regarde ça, travaille plus fort puis on va te donner tes opportunités. Il n'y a pas le choix. Quand j'étais jeune, un de mes amis m'a présenté un DVD de Gad. J'avais aucune idée c'était quoi l'humour, j'avais aucune idée c'était quoi le stand-up. J'avais 13-14 ans. Et je me suis dit, merde, c'est quoi? Comment est-ce qu'une personne seule sur stage peut être capable de faire rire des milliers de personnes? Et je le trouvais absolument débile. J'ai décidé de faire de l'art dramatique en secondaire 4 et 5. On nous donnait des pièces de théâtre, puis je les trouvais quand même assez plates. J'écrivais mes pièces de théâtre plus humoristiques, puis je mettais des faux noms sur la pièce parce que le prof nous demandait de rechercher des pièces en ligne pour essayer de les jouer. Donc j'ai toujours essayé d'inclure un petit peu d'humour dans mon approche. Puis là, en secondaire 5, j'ai fait un monologue. Ça s'est super bien passé. J'ai pas fait d'humour pour 1 an. J'en ai fait une fois au cégep, à cégep en spectacle. J'en ai plus refait pour une autre année. Je l'ai fait une deuxième fois, j'en ai plus refait pour une autre année parce que l'humour au Québec, c'est plus dans les bars quand tu commences. Puis à 18 ans, jamais dans ma vie, mon père allait me laisser en jeu. Moi, je vais aller jouer dans des bars. Il n'y a pas de jouer dans des bars. Tu restes à l'école, puis tu finis ton école, puis tu deviens médecin. Il n'y a aucune autre approche. Donc, c'est une fois que j'ai eu 18, 19, que j'ai commencé à réaliser que je voulais commencer à en faire une carrière. Puis c'est là, petit à petit, j'ai eu quelques petites opportunités de jouer de plus en plus dans des bars, dans des soirées de rodage qu'on appelle. Puis c'est plus vers 2015-2016 que j'ai commencé à prendre ça plus comme une approche business, plus comme une approche professionnelle. Puis là, on va espérer qu'un jour, on va percer. Si vous écoutez ça, faites-moi percer, s'il vous plaît. J'en ai besoin. So, Haboub Zanalouz, c'est un show multiethnique. Je voyais qu'il manquait beaucoup de shows bilingues à Montréal, puis surtout multiethniques. Donc on a décidé, moi et Dixit Patel, qui est un humoriste d'origine indienne, de partir un show qui s'appelle Haboub Zanalouz. Dans le fond, un Haboub, c'est un bro arabe. Ce serait un gars qui met trop de parfum, qui met des sweatpants, se promène à Carrefour Laval, un peu ce... Si tu penses que t'es un Haboub, t'es probablement un Haboub. Et un Lalouz, c'est l'équivalent, mais dans la communauté indienne. On a décidé de joindre nos forces. On a été super chanceux, on a des publics qui sont incroyables. On fait ça à Vanier depuis les 6-7 dernières représentations, Collège Vanier. Puis c'est 300 personnes dans une salle qui sont là pour rire de leurs différences, mais surtout de nos différences en général. Mais c'est aussi pour faire connaître aux humoristes québécois les publics multiethniques. Donc monter ce show-là, c'était pour leur faire découvrir l'humour, puis surtout que c'est un milieu qui est en pleine explosion au Québec, donc c'était pour ça. J'ai déjà joué en région. Et c'est sûr que le public n'a pas les mêmes référents que le public montréalais. Donc si par exemple tu veux glisser un mot en anglais, les chances que les gens te comprennent ici sont plus grandes que les gens te comprennent quand tu es à Shawinigan. Mais les publics sont super accueillants puis ils sont toujours ouverts, selon mon expérience. Mais non, jusqu'à maintenant, on touche du bois, j'ai pas eu une mauvaise expérience en région. Le public aussi a soif d'humour qui est un petit peu plus diversifié. Donc à la fin de mes shows, j'ai souvent des gens qui viennent me voir puis qui me disent ça fait du bien de voir quelqu'un qui ne nous ressemble pas, puis d'apprendre aussi sur une culture qui n'est pas la nôtre. Comme il y a des gens qui crient que le Québec doit être un pays en plein milieu de spectacle. Donc il y a vraiment de tout, tu vas vraiment voir de tout. Commençant ma carrière au Québec, les opportunités ne me venaient pas tout le temps. Et je me suis dit, à la place que j'amène des gens au spectacle des gens, je vais commencer à monter mes propres spectacles, puis je vais commencer à offrir aux gens ce que moi je pense qu'il y a un spectacle d'humour de qualité. Donc c'est petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à produire, puis là ça prend de plus en plus d'ampleur. Tout ce qui est Haboub Zanalouz, puis toutes mes soirées qu'on appelle des soirées de rodage, qui sont des plus petites soirées où est-ce que des humoristes viennent tester leurs blagues, c'est moi qui produis ces spectacles-là. Et j'ai aussi plusieurs contrats de personnes qui veulent juste monter des spectacles d'humour, qui viennent me voir et qui me demandent d'organiser un spectacle d'humour pour eux. Pour les spectacles que je produis, c'est essayer d'accommoder le plus de gens possible et aussi essayer de faire un petit profit parce qu'il faut payer son loyer. Dans le fond, quand tu commences un spectacle, surtout quand c'est la première fois que tu en produis un, on n'avait aucune idée comment faire quoi que ce soit. Puis personne nous a appris quoi que ce soit non plus à Dixit et moi parce que tous les deux on est autodidactes, on n'a pas vraiment d'amis ou de connaissances dans le milieu. Donc c'est trouver la salle à un prix où est-ce que tu te fais pas
C'est beaucoup des humoristes de qualité pour essayer d'amener des gens, mais c'est sûr que c'est le premier spectacle à une grande majorité de personnes. C'est un line-up qui doit être assez diversifié aussi, donc inclure des humoristes ethniques, mais aussi essayer d'inclure des femmes, essayer d'inclure des humoristes qu'on n'a pas eu sur d'autres spectacles non plus. Donc c'est pas mal la rétention des spectateurs. Puis on a été assez chanceux parce qu'on a un public qui est super loyal. Il y a un public qui est super loyal, puis quand je dis loyal, c'est pas que ces gens-là vont racheter des billets, mais c'est le bouche à oreille qui fait en sorte que ça vend. Pour les spectacles que je produis, on passe d'humoristes qui sont vraiment amateurs, que c'est leur deuxième, troisième fois qu'ils font de l'humour, jusqu'à des humoristes plus vétérans. On a été super chanceux de recevoir Rachid Badouri sur un de nos shows. On a eu Eddie King, Adib Al-Khalidé, Simon Gouache, qui est un de mes humoristes préférés présentement, qui tourne partout au Québec. Donc des humoristes de plus haut calibre. Je vais soit passer par leur gérant ou sinon par des relations existantes que j'ai. J'ai été chanceux de faire la première partie d'Eddie King, puis j'avais rencontré Rachid sur ce show-là. Donc c'est un peu comme ça que la relation a commencé. Mais sinon, ça fait quand même quelques années que je suis actif au Québec dans le milieu. Donc tu commences à créer des relations qui, par exemple, un artiste qui est sur une plateforme qui est beaucoup plus grosse maintenant. Quand tu l'as rencontré, ben, c'était dans d'autres situations. Donc, il n'y a pas cette barrière. Il y a vraiment... Et beaucoup des humoristes sont très accessibles aussi. Donc, s'ils voient que tu es humoriste, s'ils voient que tu travailles, puis un spectacle de qualité, si je suis sur un spectacle et que je m'amuse, je vais en parler aux autres humoristes. Donc, Haboub Zanalou, c'est un spectacle où beaucoup de personnes dans le milieu en parlent, ce qui fait en sorte que ça donne un petit peu plus de facilité pour booker des plus gros noms. Quand moi j'ai commencé à être intéressé à l'humour, on avait 4 représentants au Québec. Puis t'avais Eddie King, t'avais Rachid Badouri, t'avais Anthony Cavana, mais il venait juste de bouger. Et c'est sûr que j'oublie, si je vous oublie, je suis désolé, mais il y avait 3-4 humoristes qui étaient en train de faire carrière en humour au Québec d'origine ethnique. On s'est dit, OK, eux ils sont capables de faire ça. On trouve qu'ils sont des humoristes de talent extrême, puis on adore l'humour. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Est-ce qu'on peut s'y prendre? Tu vas dans un Saint-Denis pour la première médiatique de Eddie King en 2011-2012, si je ne me trompe pas, puis la place est pleine à craquer. Donc la génération d'Eddie a ouvert la porte à des humoristes comme Mehdi Boussaïdan, Adib Al-Khalidé, de commencer vraiment à faire leur place puis à montrer que oui, on peut être black, oui, on peut être arabe, oui, on peut être de n'importe quelle origine, qui n'est pas nécessairement québécoise, mais on peut se tailler notre chemin. Le monde de l'humour au Québec, c'est une méritocratie, selon moi. Donc, plus que tu deviens bon, plus que les gens vont te connaître, plus que les gens vont apprécier ton art. C'est sûr qu'il y a tout le temps un petit challenge quand tu viens d'une ethnicité différente, parce que ça reste un marché qui est très petit au Québec. On est un marché, on n'est pas comme les États-Unis, on n'est pas 350-400 millions de personnes. Donc, pour être capable de bien vivre et bien gagner ta vie, tu n'as pas le choix de prendre ton spectacle et de l'amener en région. Le public ne te connaît pas, ne connaissent pas nécessairement ta culture aussi. Donc, tu n'as pas le choix d'essayer de toucher le plus gros public. Ce qui veut dire que quand tu es à Montréal et tu travailles tout le temps ici, même les Québécois qui ont grandi à Montréal ont tous été entourés d'Italiens, de Grecs, d'Indiens, de Libanais, de Syriens, de whatever. Les gens qui ont grandi dans des régions, pas nécessairement. Donc déjà là, tu adaptes le texte, mais aussi tu dois essayer d'adapter ton approche aussi. Donc c'est un peu comme prendre ton matériel et aller en France. Tu dois faire la même chose quand tu pars partout en tournée au Québec. Donc même quand tu travailles sur tes textes à Montréal, il faut que tu t'assures que ces textes-là peuvent être exportés un peu partout au Québec. Donc point de vue humour stand-up, je te dirais qu'au top de la pyramide, c'est pas mal les mêmes personnes qui sont là depuis un petit bout, mais on sent un shift, on sent une approche parce que les gens ont un petit peu plus soif pour un humour qui est plus diversifié. Là, le but, c'est qu'on travaille plus fort, nous, les humoristes immigrants. Si tu es un humoriste immigrant puis qui regarde ça, travaille plus fort puis on va te donner tes opportunités. Il n'y a pas le choix. Et on va pas ici s'asseoir puis commencer à se lamenter sur le fait qu'on est d'une origine différente et que c'est pour ça qu'on perce pas. Si t'es drôle, c'est indéniable. Puis tu as des humoristes, par exemple, comme Anna Sassouna, qui est un humoriste de la relève au Québec, qui est en train d'essayer de bâtir sa plateforme, qui a une approche très immigrante dans son humour, mais qui a aussi une approche qui rassemble, qui a fait son premier gala Juste pour rire l'année passée. Donc c'est vraiment, on regarde des gars comme ça, puis on se dit, ce gars-là a commencé dans la relève, il commence tranquillement à faire son nom. Il faut qu'on essaie de voir ce qui fonctionne pas, et il faut qu'on essaie de collaborer ensemble. Mon père, jusqu'à maintenant, a aucune idée de ce que je suis en train de faire. Il est là, il supporte une fois de temps en temps. Il est là au Haboubs, ça c'est sûr.
Puis je voudrais pas qu'il soit là avec moi dans les shows parce que je joue devant 5 personnes à 2 heures d'ici pour $0. Mais il a aucune idée de ce que je suis en train de faire. Puis pour lui, je sais que c'est un stress. Puis Pop, si t'écoutes, je m'excuse. Mais je sais que c'est plus fort que moi, l'humour. Puis je sais rien faire d'autre. Dans un sens que oui, je produis, oui, je suis capable de travailler et oui, je serais capable de me mettre dans n'importe quelle position, mais je veux rien faire d'autre non plus. Donc, si un jour je suis capable de percer au niveau où est-ce que mon père va pouvoir juste baisser ses épaules puis dire « Ok, c'est chill. Mon fils est capable de bâtir une carrière autour de ça, puis mon fils est capable, les gens aiment ce qu'il fait, les gens supportent ce qu'il fait, mais surtout, il va être capable de nourrir ses enfants, faire s'assurer que sa famille est correcte. Je veux percer avant que ça soit trop tard. Mais là, c'est très dark. Puis c'est ma peur. Une peur, c'est une peur, donc ouais, c'est ça. Depuis que j'ai 15 ans, je sais que c'est de l'humour que je veux faire. Peu importe par quelle manière, par quel chemin, c'est de l'humour que j'allais faire. Mais non, il fallait que je finisse le cégep pour montrer à mon père, ah, ça, j'ai mon deck. Après, il fallait que je finisse l'université pour montrer à mon père, ah, j'ai mon bac. Donc pendant l'université, j'ai dû arrêter pendant à peu près 1 an l'humour juste pour clencher mes cours puis juste en terminer parce que j'en avais par-dessus la tête, je voulais juste le mettre. Donc c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas ce frein parental, qui à l'âge de 16 ans, son père est comme « Allez, vas-y, fonce, suis tes rêves », c'est un petit peu plus. Par contre, t'as des gens qui sont « Allez, fonce, suis tes rêves », puis le kid a aucune résilience. Donc maintenant, moi, il n'y a personne qui me fait peur. Tu peux être le plus gros producteur sur la planète, tu t'assois devant moi, j'ai mon père à la maison, j'en ai rien à foutre que tu sois qui. C'est lui qui me fait peur, c'est pas toi. Donc là, ça me force, puis je pense que ça nous force à travailler plus fort, puis à faire en sorte que ce qu'on livre, on n'a pas le choix que ça soit de la qualité. Parce que là, tu te bats pas seulement contre toi-même puis contre le milieu qui est un milieu qui est un peu comme toi. Les médias, c'est un milieu qui est, qu'on appelle, désolé pour l'anglicisme, cutthroat. Donc, en plus de te battre contre ton milieu, tu es en train de te battre à la maison. Donc, ça fait en sorte que tu deviens 3 fois plus fort, si c'est pas 10 fois plus fort. Et tu dois t'assurer que ce que tu es en train de faire, ça fonctionne. Parce que sinon, après 10 ans, si ça fonctionne pas, et je regarde mon père, je lui disais, t'avais raison, ça va pas fonctionner, j'ai trop d'ego. Ça prend quelques années, si c'est pas plusieurs années. Donc, avoir le push derrière, donc encore jusqu'à maintenant, chaque semaine, j'ai la conversation avec mon père. Mon père est comme, pourquoi tu retournes pas en médecine? Je suis comme, pop, j'ai fait mes sciences humaines, j'ai à peine coulé mes maths. Donc, il n'y a pas de médecine dans le chemin, mais pour eux, ils comprennent pas, puis je les comprends. Ils sont issus d'un pays ils sont venus de la guerre, nous ont fait grandir ici. On a été chanceux, on est allé à l'école privée, à l'université. Après l'université, il est en train de faire des shows à 25 $ à Gatineau. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais, je suis pas mal sûr que si je t'enlevais toutes tes caméras puis ton stock puis je te disais tu peux plus faire ça pour le restant de tes jours, il y aurait quelque chose ici qui briserait puis ils le savent. Moi je pense que c'est juste un plan diabolique de mon père pour qu'il fasse en sorte que je devienne le meilleur de moi-même. Mais Pop, si t'écoutes, j'ai des traumatismes d'enfance qui ne sont pas traitables, donc merci. So, c'est sûr que maintenant, on va pas se le cacher, il y a un certain pourcentage où est-ce que tu dois faire plus attention. Je pense que c'est plus parce que les répercussions sont plus fortes. Donc, si demain, quelqu'un décide de te cancel, je pense que les gens maintenant, comparativement à il y a quelques années, ont plus l'opportunité de ruiner des carrières qu'avant. Ça, c'est un truc qu'on peut pas se le cacher. Donc, tu vas sur Twitter, tu vas sur Facebook, tu peux partir une fausse allégation, quelqu'un va perdre des contrats, quelqu'un va perdre des premières parties, des gigs d'écriture, sans qu'il soit prouvé coupable. Tout peut devenir une blague. C'est juste la manière dont tu l'approches. Si tu montes sur scène et tu fais une blague qui est trop osée et qui n'est pas drôle et que les gens sont offusqués, ne sois pas étonné. Maintenant, le public, c'est leur responsabilité de ne pas se lever et dire « Hey, il n'y a pas d'allure, on va te poursuivre ». Parce que là, si on commence à parler de poursuite, c'est une blague. Ça reste une blague. Les gens oublient que ça reste une blague. So, j'ai pas de blague favorite. Par contre, tout ce qui sort de la bouche de mon père est la chose la plus hilarante sur la planète. Si j'ai un thick skin qu'on dit, c'est parce que je me suis fait exploser par mon père puis mes oncles dans ma jeunesse. Donc, peu importe la manière dont tu essaies de m'insulter ou tu essaies de me roast, ça va pas fonctionner, ok? Ma carapace, c'est comme ça. Donc, abonnez-vous à la page Instagram @EmileCoury pour suivre tous les projets. On a beaucoup de choses qui arrivent de votre côté. 2020, c'est la bonne, je vous jure. 2020, je perce, c'est fini. Sur vidéo maintenant, Tam Media, 2020, c'est ma... Faites-moi percer, s'il vous plaît. C'est juste un producteur. Donne-moi $1 million. Une bourse, même pas un prêt, juste une bourse. Merci.